Ça va bien, Draconis? Moi, j'ai rien entendu! Est-ce que ça va bien, Draconis? Oh yeah! Action Bonus, le podcast jeu de rôle qui parle des affaires de jeux de rôle en direct! Pas en direct, en fait, en différé. Au Festival Draconis à Montréal. C'est un festival de jeux de rôle au Cégep du Vieux. Et aujourd'hui, le sujet de notre discussion, ça va être le procès de Donjon Dragon 2024. Ben, en fait, on se dit, tu sais, quand on a sorti, là, pas cette boîte-là, mais le fameux Donjon Dragon, la nouvelle version, on a tous donné notre avis à chaud quand c'était sorti il y a genre une semaine. Puis là, ça fait 1 an! Fait qu'on va pouvoir en parler. Qu'est-ce qu'on a à dire après 1 an de jeu? Et on va en parler avec nos bons vieux amis, Pierre-Philippe Renaud. Ici. Il y a eu un petit silence malaisant. Hein? Bonjour tout le monde. Et oui, et on reçoit aussi Philippe Taillon. Si. Merci de me recevoir. Ben oui, créateur des contes et des dés, mais aussi chroniqueur chez Coup Critique. On te voit des fois parler justement de D&D. J'ai parlé beaucoup de D&D 2024 au début, oui, en effet. Et tu participes aussi avec les fabulistes également, Oui. en formation. Effectivement. Fabuleux aussi. Ah ouais, fait que non seulement un expert en jeu de rôle, mais tu sais, je dirais une référence mondiale de Donjon Dragon. Ah, c'est que j'ai... Ah oui, à peu près le monde de Québec avec un petit peu de Belgique peut-être, de France. Fait que c'est comme les tournées mondiales. Tu sais, ils ont 4 pays, mais sont mondiales. Ouais, exact. Oui, international. International. Fait que oui, écoute, merci d'être là, Philippe. Ben, merci de m'avoir invité. Oh mon Dieu, puis là, je vois que t'as ton... parce que, écoute, je sais pas si je le plug tout de suite. On fait tout de suite des plugs de... Tu fais des plugs. Parce que je vois... tu me l'avais envoyé, je pense, en PDF. Oui. Un supplément, une aventure compatible pour Morgborg. Oui. Puis là, je le vois en personne. Tu l'as ici physiquement? Oui, parce que je l'ai physiquement ici présent, parce que je tenais à utiliser cette belle et magnifique plateforme pour remercier personnellement Pépé pour tout le magnifique travail qu'il a mis sur cette œuvre. Et je voulais lui remettre en main propre sa propre copie. C'est à moi ça! Oh, Oui. shit! Parce que Pépé, humble comme il est, il voulait pas de plus, de petits bonus Non, ou pas en autre. tout. Zéro pas en Parce tout. que, tu sais, c'est quoi le domaine du jeu de rôle indépendant? Là? Il y a pas, personne ne roule sur l'or, mais je me suis dit que j'allais au moins y offrir ce magnifique ouvrage C'est sur lequel il a travaillé des heures et des heures pour le graphisme et la mise en page. C'est vrai? Oui. Ouais. Ça a été quand même particulièrement long. Je pense que j'ai sous-estimé le travail qu'il y avait dessus parce que c'était, tu sais, il n'y a aucune illustration que j'ai fait à la main. C'est tous de la recherche pour trouver les petites images, les petits collages, le petit cadrage, les couleurs et tout ça. Fait que ça a vraiment été très long. Mais pour vrai, c'est la première fois que je le vois en personne et ça sort vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et d'ailleurs, aussi, je préfère le lancer aussi également, le mentionner, mais outre le design, l'aventure est vraiment cool. Philippe, tu as vraiment fait un super travail là-dedans. C'est vraiment, vraiment une très chouette X-Crawl à découvrir, à explorer pour tous les gens qui aiment le grimdark, l'horreur, mais pas juste. Ça s'appelle Grift l'Infesté. Pour ceux que ça intéresse, on va mettre le lien dans la description. Si vous aimez l'horreur et Morgborg. Est-ce que tu dis Morgborg, toi, ou tu dis... Ah, moi, je suis Morgborg. Moi, j'ajoute pas plein de trémolos puis de... C'est parce que je pense qu'on dit Murk. Murburg. Murborg. Eh bien, écoutez, avant de se lancer dans cette discussion-là, où on va parler de notre expérience après 1 an de partie de Donjon Dragon. Et pelaille, on en a-tu vu des multiclasses? On en a-tu fait des cours repos? On en a-tu jasé des meilleures sous-classes? Hein, Pépé, je sais que toi, c'est une obsession pour toi, D&D. Mais avant ça, on va faire notre segment culturel qui s'appelle La balade dans l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Alors, La balade dans l'imaginaire, c'est le segment du podcast où on va discuter de ce qui nous inspire. On a-tu lu des livres, écouté des séries, joué à des jeux, n'importe quoi qui nous inspire pour faire du jeu de rôle, parler du jeu de rôle. Toi, Philippe, de ton côté, qu'est-ce qui t'inspire récemment?
Récemment, j'ai découvert une série de bandes dessinées que je connaissais pas. Ça s'appelle le troisième fils de Rome. OK. C'est basé sur un vieux mythe comme quoi que on connaît tous le mythe de la création des deux frères autres. Semble-t-il qu'il y aurait eu un troisième frère. Puis ça a créé un culte ancestral qui est dévoué à détruire ce que les deux autres frères ont bâti. Puis c'est une série de BD qui, à chaque BD, tu as une période de la vie de Rome, de son histoire. OK, Puis, ah ouais. à chaque fois, t'as comme la trame historique, puis il y a comme cette trame-là en fond, tu sais, comme une espèce d'uchronie, de réimaginer. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. L'histoire et autres avec ça, avec cette espèce de trame de fond-là. Tu sais, il y a comme, oui, il y a ça, Vercingétorix, mais il y a eu de l'aide de ça, puis ici. Tu sais, comme, fait que ça me fait beaucoup penser à des parties un peu plus, justement, tu sais, que, oui, tu veux faire de l'uchronie ou autre, puis tu ajoutes un espèce d'élément mystique, horreur, Ouais. ou autre. Tu sais, comme, pourquoi est-ce que tel. C'est comme si, mettons, tu disais Rasputin, là, ben en fait, c'est parce que c'est les Elder One qui l'aidaient. Ou, tu sais, c'est comme rajouter cette touche-là, puis c'est une série à date de 5 BD. Puis ça se dévore super rapidement. Puis à chaque fois, tu vois aussi des personnages historiques. Oh, puis tu sais, il y a une petite vignette historique au début qui explique l'époque, les enjeux, la mise en contexte. Fait que à ce niveau-là, j'ai trouvé ça très bon. Puis en même temps, j'avais trouvé ça à ma bibliothèque. Ben, j'ai lu aussi la série Rome de HBO dans le Oh temps. my God! Oui, c'est tellement bon, cette série-là! Ben, c'est ça. Moi, je me rappelle que je l'avais dévoré à l'époque. Puis là, j'ai réécouté. Oui. Je dis, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont vieilli. On se le cachera pas. Mais Ouais. ça reste encore très bon. Puis ça reste dans l'intrigue. Puis tu vois aussi que l'épisode pilote, c'est l'épisode pilote parce qu'il est en beurre épais. Là, c'est pour essayer d'accrocher le monde. Ah ouais. C'est dans le temps que c'était quasiment juste sur le câble. Puis après ça, il fallait t'attendre que le DVD il sorte pour pouvoir avoir accès à cette série-là. Maintenant, c'est avec les vidéos à la demande et autres, c'est différent. Ah Mais ouais. c'est venu quand même beaucoup aussi. Tout le côté historique, cette époque-là, fait que ça reste dans cette thématique-là. Et Ouais. la dernière chose vraiment que je consomme, en plus des autres jeux de rôle, c'est j'ai retombé dans Final Fantasy Tactics. Avec, OK, ah ouais. avec ils ont refait la nouvelle édition, qui ont ressorti, une remaster, OK. qu'ils ont repris à 100%, ils ont refait le code à partir de codes de fans parce qu'ils avaient perdu le code original. Ah ouais? Ils ont tous retrouvé les morceaux sur Internet et ils l'ont refait. Puis l'histoire en tant que telle, c'est un peu le même principe. Là, genre, t'as l'histoire connue, puis toi, ce que tu vis, c'est l'histoire pas connue. Tu sais, comme ils disent souvent, les héros qui sont chantés, autres, ils sont connus. Ouais, tu sais, les c'est pas- oubliés, là. Ouais, c'est ça, ben, un peu. Ça me fait penser à une escouade dans Lance-Dragon. Comme ça. notre aventure de Lance-Dragon, Ouais, effectivement. Effectivement, mais c'est ça, c'est tout ça, puis toute la trame, le mélange entre la politique, la religion, le mystique, il y a beaucoup d'éléments. Même de nos jours, je veux dire, il y a une grosse critique politique et sociale qui se fait dans ce jeu-là, OK. qui est sorti en 97, si je me souviens bien. Ah ouais, non, ça date déjà. Ça date de même, puis là, est encore d'actualité sur plusieurs points. Puis tu sais, des fois, tu sais, en vieillissant, quand t'es jeune, tu dis « Ah, lui, il est méchant! » Puis là, tu regardes son dialogue, tu dis « C'est un petit peu plus gris que ça. » Ouais, c'est ça. C'est comme il a été accolé au pied du mur, puis tu fais comme, OK, tu te comprends d'autres affaires maintenant que tu es un peu plus vieux, puis je trouve ça quand même très inspirant pour un setting. C'est sûr qu'on reste dans du médiéval, mais ça pourrait être appliqué à d'autres settings d'époque, tu sais, la Renaissance moderne, autre, tu sais, toute cette espèce de double trame entre voici ce que l'histoire a retenu, Ouais. puis voici ce qui s'est passé, parce que tout comment on dit, le synopsis du jeu, c'est un historien qui retourne en arrière, tu sais, le début, puis qui dit, bon, on va creuser les chroniques de l'histoire pour trouver ce qui s'est vraiment passé. Tu sais, on connaît toute la vraie histoire. Ouais. Tu sais. Puis même dans le jeu lui-même, tu as comme plein de segments de lore, puis d'informations historiques publiques. Puis après ça, ben, tu découvres avec le jeu ce qui s'est vraiment passé en arrière de tout ça. Tu sais. Fait que- Ah, c'est intéressant. Moi, j'adore aussi cette perspective-là historique d'un historien qui a comme cette perspective-là de ben ça, si c'est passé, mais on n'est pas sûr si Ouais. c'est la réalité ou pas. Si. Ouais, c'est ça. Ah Fait que ouais. Non, c'est venu. C'est ce qui m'inspire là, en ce moment. Ah, ben merci beaucoup. C'est très intéressant. De ton côté, Pierre-Philippe, Salut. oui, je veux préciser. Oui. Tu arrives de Québec à l'instant. À l'instant, en bus.
T'as comme débarqué de l'autobus il y a Il y a genre 15 15 minutes. 15 minutes. No joke. Je suis complètement en le jus. En décalage horaire. Pour ça, je bois un décalage horaire de 3 heures. Mais ce que je lis ces temps-ci, en fait, je suis en train de lire L'Outsider de Stephen King. Ah, ouais. T'as-tu lu? Non, mais je suis curieux parce que je pensais beaucoup à Stephen King récemment. Ouais. Oui, ben j'imagine que tu pensais à Stephen King avec La Tour sombre et tout ça. Mais non, et l'Outsider, Stephen King, j'avais écouté la série qui avait sorti sur HBO, la mini-série qui était sortie il y a quelques années déjà. J'avais trouvé ça vraiment bon. Grosso modo, c'est une histoire ça se passe dans un petit village, petite ville tranquille des États-Unis classique, probablement dans le Maine, là, j'imagine. Ah ouais, probablement dans le Maine. Là. C'est pas Derry, classique de Stephen King. Et c'est un homme assez tranquille, un homme de famille qui est aussi comme coach à l'équipe de baseball et tout ça, puis il se fait arrêter parce qu'il est accusé du meurtre, en fait, d'un enfant dans la ville. Et plus la trame avance, plus tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas lui, mais c'est peut-être comme pas vraiment une entité, mais vraiment un organisme vivant, à la façon presque d'un humanoïde, on pourrait dire ça comme ça, qui se déplace état par état et qui va comme un peu se nourrir du deuil des gens, en fait. Ah. Il se nourrit du deuil des gens que les gens ressentent quand ils vivent, par exemple, un deuil, et il se transforme en la personne qui va commettre, en fait, le crime, la personne qui va se faire arrêter. Fait que d'un côté, il va se nourrir du deuil de la personne qui est décédée, mais il va aussi se nourrir du deuil de la famille de la personne qui est accusée, par exemple, du meurtre. Ah, OK. Et non, c'est bien. C'est pas mon préf de l'auteur, mais c'est bien, c'est quand même très bien. C'est quoi ton meilleur Stephen King? Mon Dieu, c'est pas ça, là. La question. Non, c'est pas vrai, je sais, c'est quoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup accroché sur Salem. Ah oui, OK. Dans le temps, dans ses premiers qui est sorti, Salem's Lot, l'histoire de vampire, ma foi, assez classique, mais Oui, c'est super classique. C'est super classique, mais qui fonctionne très bien, qui est un peu présenté à la façon presque d'une épidémie. Je trouvais ça vraiment, vraiment très chouette. Si vous l'avez pas lu, écoutez ça, lisez-le, mais écoutez pas le dernier film qui est sorti, là, c'est vraiment pas bon. Et sinon, côté jeu de rôle, eh bien, parce que ça a un lien un peu avec ce que je fais tantôt, l'autre présentation que je fais, je suis retombé dans The Stygian Library, qui est un ouvrage qui est une procédure de donjon de façon assez particulière, que je ne veux pas trop en dire. Vous avez juste à être là tantôt quand je vais en parler. Et en gros, c'est une librairie qui se transforme et qui se déplace selon en fait l'endroit où vous la découvrez. Et ce qui est cool avec ce livre-là, c'est que c'est système neutre, mais c'est aussi univers neutre, dans le sens que la librairie est un tout en soi. Et vous pouvez facilement la prendre et la déplacer dans votre univers ou même la transposer dans un autre univers parce qu'au final, c'est un endroit que tu découvres et qui se déplace. Ah ouais, Tu vas ouvrir, exemple, chez vous, là, ta porte de lavage, puis en l'ouvrant, mais bouf, il va y avoir un couloir qui va t'amener à la librairie en question. Fait que, c'est un très cool ouvrage pour justement tous ceux et celles qui veulent un peu inclure une petite dose de littérature et de découverte d'ouvrages dangereux avec une histoire cachée derrière sur l'origine de la librairie, tout ce qu'elle implique. Ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Je vous le conseille fortement. Et c'est pas mal ça. Non, c'est pas vrai, je suis tombé beaucoup dans Mothership. Je suis retombé dans Mothership ces temps-ci. Je lis beaucoup de Mothership, oui. Pour l'Halloween, c'est parfait, jeu Pour d'horreur dans l'Halloween, c'est l'espace. parfait, mais aussi en lien justement avec ma présentation de tantôt sur le design de donjon, ben, je lis beaucoup Gradient Descent, qui est comme, je trouve absolument incroyable dans son fonctionnement, qui est un donjon dans l'espace et qui en vaut vraiment la peine, mais encore une fois, je vais en parler tout à l'heure. Fait que vous allez juste être là. Hein? Je vais juste teaser. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ben oui, tu penses juste à ta conférence. Ma conférence de tantôt. Je parle pas plus que ça. J'ai fini pour la journée. Bon. Puis toi, Pierre-Louis, qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? Ah ben là, j'avais lu beaucoup d'affaires un peu space, puis... Ben, c'est ça, c'est Space. Ça. Ouais, je sais pas si j'en avais déjà parlé. Ça, c'est ma grande peur dans Action Bonus, puis dans Internet en général, c'est de radoter. On a déjà parlé, mais pas de celui-là. La Cité des saints et des fous, hein? On avait-tu parlé Ouais, là? c'est celui-là. C'est celui qu'on avait parlé. Parce que c'est un livre de Jeff Vandermeer. Moi, Jeff Vandermeer, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est pas super facile à lire. Non, effectivement. Je pense que c'est ça qui arrive. C'est un... À la base, je pense que c'est un naturaliste. Il étudie les insectes puis leur environnement. Puis il s'est mis à écrire des livres de science-fiction qui sont très inspirés des environnements bizarres. C'est un fan de champignons. C'est un fan de décomposition. Puis son œuvre la plus connue, c'est Annihilation. Ouais.
qui est super bon. Un film aussi qui a été fait par Alex Garland, si je me trompe pas, qui est un excellent film. Oui, oui. Puis c'est une espèce de zone mystérieuse où c'est comme si une partie de la côte ouest américaine avait été terraformée par des extraterrestres ou des esprits ou des... Il n'y a pas l'histoire dans le fond, c'est pas un satellite qui est comme retombé sur Terre puis qui a comme commencé à contaminer, c'est tout ça? C'est ça qui est le fun avec Jeff Vandermeer, c'est que c'est toujours le mystère de... Il y a personne qui comprend précisément ce qui se passe. C'est très Lovecraftien. Puis la série La Cité des Saints et des Fous, c'est une série qui se passe dans une ville fantastique qui s'appelle Ambre Gris. Puis c'est une cité qui fait penser un peu peut-être à New York. Fait que c'est vraiment les débuts de la colonisation de cette cité-là. Ils arrivent dans un nouveau monde où il y a un peuple champignon qui existe, puis il tue tout le monde. Fait que c'est le classique. La colonisation et tous ses travers. Fait qu'ils tuent le peuple champignon, puis ils construisent une ville sur les ruines du peuple champignon. Et depuis ce temps, il y a toujours des champignons qui poussent à travers la ville, dans les sous-sols. Il y a des gens qui développent des espèces de maladies. Ils sont envahis par ces spores-là. Puis ça devient tellement étrange, tellement weird. C'est vraiment un livre sur cette cité fantastique qui est en décomposition permanente. Puis c'est poétique, c'est fantastique. Il y a quelque chose un petit peu d'un univers à la D&D, si on veut. Là. Ben, c'est un peu ça mon questionnement. Ouais. C'est côté, on dirait, technologie, c'est aujourd'hui ou c'est plus justement fantastique? Parce que tu compares ça à New York, c'est pour ça que je suis un peu... Ça évolue, tu sais. Fait que c'est comme, imagine, si on voyait comme les débuts de la fondation d'une ville un peu américaine. Ouais. Fait qu'au début, c'est une espèce de petite colonie où les gens doivent survivre. Il y a un moment historique dans Ambre Gris qui s'appelle le silence. Il y a un jour... Tu sais, ils vivent beaucoup de la pêche à la baleine, etc. Puis à un moment donné, quand il y a des baleiniers qui reviennent, ils retrouvent la ville d'Ambre Gris complètement vide. Tous les habitants de la ville ont disparu. Puis ils n'ont jamais retrouvé. Puis il y a cette idée-là de qu'est-ce qui est arrivé aux habitants de la ville. Il y a 20 000 personnes qui ont disparu. Ils n'ont jamais retrouvé. Ils doivent vivre avec le deuil dont on va rebâtir. Les maisons sont là, tu sais. Au complet, là. Tout est là, tous les bâtiments sont là, mais il n'y a plus personne. Exact, tu sais. Un peu comme la colonie de Roanoke. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'il y a toutes ces espèces d'éléments étranges. Il y a beaucoup de professeurs qui essaient de comprendre c'est quoi les fondations d'Ambre Gris puis qui deviennent un peu détraqués. Fait que c'est très intéressant, c'est très Lovecraftien. Fait que ça, c'est le deuxième tome de la série. À chaque fois qu'il parle d'un livre, je suis tout le temps comme... Ça donne tout le temps le goût, hein? C'est quand même bon pour le vendre. C'est mystérieux. Mais j'aime beaucoup Jeff Vandermeer, c'est vraiment bon. J'ai pas lu cette série-là, par exemple, mais c'est très bon. Mais commencez par Annihilation. Mais tu dis que c'est le deuxième, mais c'est une série de combien? Il y a 3 livres dans la série d'Ambre Gris. 12. 36. Des fois, on a cette mauvaise surprise-là, on tombe en amour, puis il fait « Ah, il y en a 14. » Ben, tu vois, Annihilation, il y a 3 livres dans la série. Ouais. Puis je pense qu'il y a juste le premier qui est vraiment solide. Ouais, les deux autres sont corrects. Ils sont un peu étranges. Ouais. Mais c'est étrange. C'est toujours une expérience, Jeff Vandermeer, Ouais. puis il est très, très imaginatif. Parlant de quelque chose qui s'accroche... La transition. Ah, Pas, je veux dire qu'il pourrit, mais... comme des champignons Non. qui poussent Hey. comme des champignons. Non. On va parler de Donjon Dragon. D&D, j'ai l'impression que pour toi, c'est comme une corvée. C'est dur parce que les gens, des fois, pensent qu'on veut bâcher sur D&D, mais moi, c'est un des jeux que j'ai le plus joué. Oh, il y a définitivement, moi aussi. Fait que c'est sûr que c'est le jeu que je critique le plus parce que je suis le plus au fait de ce que j'aime puis ce que j'aime pas du système, de comment je veux le voir évoluer. Un peu comme Stephen King, tu sais. Stephen King, c'est un des auteurs que j'ai le plus lu. Fait que je suis plus ouvert à critiquer Stephen King en faisant comme « Hey, ça, pour vrai, je pense que c'est lourd dans les œuvres de Stephen King. » Mais je trouve que c'est important que tu le mentionnes parce que c'est vrai qu'on se l'est fait déjà dire aussi par des commentaires comme quoi on critiquait peut-être souvent Donjon Dragon et tout ça, mais ça reste que, comme tu le mentionnes, on a tellement joué que c'est plus facile aussi de voir un peu les limites et les recoins sur quoi est-ce qu'on peut travailler puis qu'est-ce qui peut être amélioré, alors que d'autres systèmes et d'autres jeux sont encore à explorer davantage avant de vraiment avant d'avoir vraiment comme on dirait un sujet ou du moins une impression complète dessus. Là. Ça peut prendre Ah du ouais. temps. Là. C'est rare quand même. Mais ça reste aussi un behemoth multimédia. Là. Tout le monde en parle un peu partout. Fait que tu peux trouver des opinions, tu peux trouver des enseignements, tu peux trouver des gens qui ont fait des analyses, puis tu fais toi-même aussi ton opinion après. Il y a plein de personnes qui font des contenus maison. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui vient tout alimenter ce désir-là d'émettre notre opinion puis notre avis, parce qu'on en consomme beaucoup aussi. C'est pas comme un petit jeu qu'il y a la page de présentation de l'auteur,
puis c'est tout. Tu sais, là, Ouais. t'as moins de contenu aussi à échanger puis à discuter. Là, t'as de quoi, là, t'as de quoi te mettre sous la dent. Là. Absolument. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont curieux, qui veulent avoir un retour sur Donjon Dragon. Moi, plusieurs fois, j'ai des parents d'amis. Mettons, moi, je montre Donjon Dragon à des enfants dans le voisinage. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Donjon Dragon parce que j'ai fait un one-shot avec eux. Puis des fois, ils font comme « Hey, mettons, je veux jouer. Là. Maintenant, qu'est-ce que j'achète? » Ou « Je veux que mon enfant continue à jouer. Qu'est-ce que je lui mets entre les mains? » tu sais? Puis, tu sais, c'est ça! C'est dur à dire exactement. Puis, on fera pas ici la critique du kit de démarrage. Là, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, j'ai le kit de démarrage! La boîte! Elle est grosse, hein? Elle est grosse en esti. On va peut-être, Ça commence. dans un premier temps, on peut peut-être résumer c'est quoi notre expérience avec Donjon Dragon 2024 dans la dernière année. Puis il n'y a pas de honte. OK, Pépé, on a toutes nos préférences, fait que c'est correct. Toi, Philippe, t'as-tu joué un peu récemment? Oui, ben moi, je participe à une campagne mensuelle. On fait Vecna Eve of Runes, mais avec OK. D&D 2024. Ça va faire quasiment 1 an. Je la joue avec Fred d'Epic Fumble, entre autres. Ah, il est fin. lui. Aussi. Puis Marika, ainsi que d'autres d'Epic Fumble aussi. Et aussi, j'ai animé 3 parties de D&D 2024. J'ai collaboré aussi pour faire couvrir les 3 premiers livres de la série avec justement Coup Critique. J'ai lu aussi quelques-uns des derniers livres. Mais généralement, je vous dirais, c'est ça. J'ai pas non plus roulé 50 parties dans l'année, là, D&D 2024. Mais comme joueur, t'as quand même roulé. C'était quoi ton perso? Hein? Moi, je joue un drachéide d'argent, champion, fighter. OK, cool. Puis là, on est rendu niveau 13, si je me souviens bien. Ah ouais, quand même. Ça permet d'aller... On a commencé niveau 3. On a fait la mini-aventure niveau 3, qui a permis de voir vraiment les débuts. Puis après ça, on sautait au niveau 10, 11, 12, 13. Fait que ça permet de justement de tester. Puis mon objectif quand j'avais commencé ça, c'est que genre, je trouvais que le champion en 2024, il l'avait quand même bien amélioré. Puis je me dis, je vais redonner ces nettes de bless à cette classe-là. Qui est la classe peut-être la plus ordinaire dans D&D 2014. Ah ouais, mais là, au moins, il y a plusieurs moments dans l'aventure que Fred il fait genre « Ah ouais, tu peux faire ça, toi. Hein? » Ah ouais? Ah ouais, D&D 2024. Ouais, il y a quand même plusieurs petits moments comme ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on est habitué que champion, tu fais critique sur 19-20, puis c'est à peu près tout dans 2014. Mais là, dans celui-là, t'as plus de mobilité, t'as plus d'aptitude, bref. Puis même chose pour les autres classes, puis les autres archétypes, autres, là, ça ajoute beaucoup une bonne dynamique. Beaucoup dans nos opinions, on parlait des combats, les weapon masteries, puis tout, ça allait ralentir. Pas tant. Tant que tu les oublies pas, bien sûr. Là. Mais moi, je trouve que c'est pas tant chronophage. On s'attendait, justement, il y a plein d'effets, il y a plein de ci, il y a plein de ça. Je trouve que c'est quand même fluide si tu suis ton plan de match. Si tu dis ton effet, tu dis ton dégât, puis on va dire, en plus, il y a ça. C'est sûr que si tu fais genre blablabla, fais ça, puis ah oui, puis là, il y a ça. C'est sûr que là, ça rallonge du temps, mais quand tu t'habitues, ça vous est-tu arrivé souvent d'oublier des petites affaires? Là? Moi, j'ai un roublard qui oublie constamment. C'est genre, c'est vrai, à cause que j'utilise ma dague, j'avais avantage à ma prochaine attaque, puis là... Je trouve que maintenant, plus je joue, plus on dirait que je l'oublie. Comme si c'était pas nécessaire. Tu sais, des fois, dans le feu de l'action, plus c'est stressé, puis tout, puis genre, ah oui, c'est vrai, je t'ai sapé. Tu as des avantages à ta prochaine. C'est quand même gros, là. J'ai donné des avantages à la prochaine attaque, puis je m'en suis rendu compte vraiment longtemps parce que peut-être qu'un jour vous le verrez, mais à un moment donné, mon personnage subit un coup critique qui a des impacts assez importants. J'avais oublié que je l'avais sapé avant. Ça m'aurait peut-être sauvé un critique qui a eu un gros impact. Ben, écoutons, on go with the flow. Oui. Ça a ajouté un élément narratif important au personnage. Absolument. Écoute, moi, on a quand même pas mal joué. On a fait justement une mini-campagne de niveau 1 à 5 avec Luc, qui était là d'ailleurs, qui était là de 1 à 5. J'avais 2 tables qu'on a fait de niveau 1 à 5, puis après ça, on a fait Red End of Doom, l'aventure classique de Donjon Dragon, qu'on a adapté à D&D 2024 avec mon groupe maison. Puis ça, on est rendu, je pense, à pas loin de 30 sessions de jeu. On est fait niveau 6 à 12 en ce moment. Puis la conversion 3.5 à 5, ça a-tu bien été? Ça a bien été quand même. Je trouve que le niveau de puissance des joueurs fait qu'il faut que je craigne tout.
c'est-à-dire pour nos amis français qui nous écoutent. Rose. Il faut que oui, c'est ça. Le niveau de difficulté doit être rehaussé sans arrêt. Parce que, mon Dieu, c'est fort. Tu sais, il commençait niveau 6, puis je me disais, quand même, tu sais, je vais leur envoyer des adversaires de taille. Il y a il se battait contre un dragon adulte vert, puis j'étais comme, ça va être difficile, à mon avis. Puis ils l'ont massacré. Combien de joueurs? On a toujours entre 4 et 6 joueurs. Fait que ça aussi, chaque nouveau joueur que tu ajoutes à ton groupe Ouais. augmente le niveau de puissance quand même dramatiquement. Ben Desiel, es-tu là? Ben Desiel Parce était que là. s'il est là, souvent, ça va comme contrebalancer. Ben Desiel est là, il joue à un change-forme, mais il a participé à un club de balle molle cet été, fait qu'il était pas là tout l'été. C'est vrai. Puis quand il pouvait venir, on faisait toujours qu'il y avait un méchant qui se transformait en Ben. Puis Ben avait infiltré un autre groupe de méchants à chaque fois. Ça va, bon sang. C'est une bonne manière de le réintroduire dans la partie. Je vous le suggère fortement, si vous avez un change-forme. Là. Fait qu'on a joué beaucoup, puis j'ai beaucoup joué avec... quand on jouait avec des enfants pour faire des one-shots, c'était beaucoup D&D 2024 qu'on utilisait. Fait que moi, c'est un peu mon expérience au cours de la dernière année. Ça doit représenter, je sais pas, moi... Ça doit être autour de 50-60 peut-être. Là, t'sais. Mais on s'entend, on n'est pas en train de compter, hein, Pépé? Non, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que t'as pas été attiré, Pépé, par cette nouvelle édition-là. Comment dire? Mais avant de... Avant de parler de mon expérience personnelle, j'avais une question, par exemple, à Philippe, avant qu'on continue oui. là-dessus, parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais Oui. concernant ton expérience avec Donjon Dragon pour ta partie de Vecna avec Fred. Ouais. Parce que je sais, j'en ai parlé avec Fred de Epic Fumble pour le rappeler. Je sais pas, je serais curieux de savoir si tu en avais parlé avec lui parce que il avait commencé cette game-là avec vous avant justement la sortie de Daggerheart. Plus il jouait avec vous, plus je le sentais qu'il était de plus en plus attiré à jouer à Daggerheart. Puis t'as-tu un peu cette impression-là dans tes parties avec lui? Vous en avez-tu fait des fois des hints genre en tout cas, Donjon Dragon c'est le fun, mais Daggerheart c'est plus le fun. Ouais. On record ou off record? Ben là, un ou l'autre. Là. Ce que tu penses On que tu peux dire. record, jamais. Là. OK. Off record, il a fait. Il tripe d'accord. Oh, il tripe vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Fait que, je peux comprendre. Mais pas au point de dire, je suis pas sûr que je vais finir la campagne. Non, je dis pas ça pour ça. Je dis pas, Mais je dis pas ça par pour contre, assez que je te dirais qu'il fasse. Il est content de tester la 2024 Ouais. à tous ces niveaux-là. Parce qu'on Ouais. s'entend que des campagnes qui se rendent jusqu'au niveau 20, c'est rare. C'est sûr que aussi Vecna Eve of Rune, c'est très en mode vignette un peu. Tu passes, c'est très. C'est une scénarisation vraiment. Tu arrives, tu fais ça, tu as un entre-deux. Après ça, tu arrives dans un autre monde, un autre univers. Fait que, c'est beaucoup séparé. Fait que ça y permet justement de jouer un peu. Il n'y a pas un fil conducteur hyper important, que là, les transitions sont super. Fait que je pense que côté test mécanique, c'est très bon. Ben, c'est pour ça que j'étais curieux, parce que je sais que Fred, il a longtemps joué à D&D. Il jouait surtout à D&D. Il a testé d'autres choses. Ça reste qu'il revenait toujours à ça. Et là, que présentement, il fait quand même beaucoup de parties de Daggerheart et, en parallèle, beaucoup de parties de D&D avec vous. Ouais. Fait qu'il est vraiment capable de peaufiner ce qu'il préfère au final, au bout du compte. Et je le vois qu'il y a quand même un qui prend plus l'ampleur que sur l'autre. Donc, c'est pour ça que j'étais curieux d'avoir ton lui, c'est beaucoup le côté narratif Oui, qu'il préfère de c'est Daggerheart. ça. Je pense que tout le monde a vécu ça un peu cette année aussi. Oui, c'est comme... Tellement de nouveaux jeux à la D&D qui sont sortis que moi-même, mon groupe maison, un moment donné, il y a eu sur la table, est-ce qu'on transfère la campagne en Daggerheart? Ouh! Puis j'étais comme, j'ai pas le temps. On va finir ça, une chose à la fois. Mais tu sais, il y a Daggerheart, il y a Drawsteel. Oui. Moi, il y a Nimble que j'ai essayé récemment, que j'ai trouvé awesome. Puis je suis comme genre, pourquoi est-ce qu'on joue encore à D&D 2024? Je sais pas. La version complète ou la version le petit bouclette qu'il a faite? La version complète. Ah ouais. Je remercie, il me l'a shippé. Moi, j'avais la petite version, puis je trouvais ça quand même assez intéressant, là, mais ces changements dynamiques. Là, puis je trouvais que ça revenait chercher un peu du Pathfinder, puis du Drawsteel un peu. Puis... 100% compatible avec la 5e édition. Fait que t'as pas Exactement. besoin de faire beaucoup de travail pour convertir. En tout cas, j'en parlerai bientôt de Nimble parce que moi, j'ai bien aimé ça. Mais écoute, Pépé, Tu vois, j'étais bon pour changer de sujet. on va quasiment finir par parler de Ouais. Autre chose que Donjon Dragon. toi puis Donjon Dragon. Une histoire d'amour. En toute sincérité, j'ai 0 heure
à la version 2024. J'ai pas joué du tout. Même qu'à la base, je ne même pas supposé être là aujourd'hui. Je suis pas supposé. C'est imposé. Oh oui. Non, mais tu sais, c'est pour ça que je suis un peu l'espèce de... Comment tu dis? L'avocat du diable, le contreballant. Contreballant. On va dire ça comme ça, contreballant, parce que j'ai pas joué, mais j'ai beaucoup lu. Puis c'est pas du tout, je vais pas du tout comme pinpointer des moments ou des éléments de cette édition-là en faisant comme oui, mais ça marche pas. Je vais plus comme juste poser des questions pour essayer d'approfondir vos expériences puis votre impression personnelle concernant justement comment est-ce que vous l'avez joué, la version 2024. Mais j'ai 0 pin bar joué. J'ai lu, mais j'ai pas joué. Mais c'est ça, il y a rien là-dedans, si je me trompe pas, qui t'a comme attiré ou accroché au point de dire « Oh mon Dieu, il faut que j'essaye ça, ça a l'air awesome. » Non. En version simple, tu sais, comment je pourrais dire? On en a tellement parlé en plus dans un autre balado de ça, c'est que c'est pas, je considère pas que c'est nécessairement raté ou rien que ça, c'est juste que je me reconnais plus en tant que public cible, puis c'est correct aussi au final, on en a déjà jasé amplement, là, je suis à autre chose, puis ça va. Puis même que ça reste que je demeure encore très attaché à toute cette mécanique des vins-là, puis la preuve, c'est que je joue énormément. En fait, j'ai transitionné. Donjon Dragon était en quelque sorte mon jeu par défaut, et là, mon jeu par défaut, c'est devenu beaucoup Shadow Dark. Qui est quand même... Donjon Dragon, pratiquement. Qui est quand même beaucoup basé sur Donjon Dragon, mais plus damné, tu sais, un peu moins high fantasy et héroïque. Donc, ça demeure que je reste encore beaucoup baignant là-dedans. Là, tu sais, je sais c'est quoi un voleur, puis je connais tous les archétypes et tout ça. Un roublard. Mais je suis quand même... ça reste que je suis encore attiré par ce style-là, par le genre. C'est juste que là, dans cette version-ci, ça vient moins me chercher. Ben, tu sais, moi, c'est ce que je reproche le plus après 1 an de jeu que j'ai avec pas joué. D&D. Ouais, c'est toi que je reproche. Mais c'est qu'on n'arrive pas vraiment, avec cette nouvelle édition-là, à me donner un argument pour faire il faut absolument que tu achètes. Mettons, si tu as déjà tous les livres 2014, j'ai vraiment du mal à voir quel est l'argument de passer à 2024. J'ai beaucoup joué en 2014. Là. Hey, j'ai joué en tabarnouche à l'édition de 2014. Mais tout au Bélien, votre campagne à coup critique, tout ça, là. Puis on dirait qu'ils ont quand même, on va dire, fait la promotion de ça comme étant compatible. Ils l'ont annoncé comme ça. C'est très compatible, je pense. Je pense que c'est très... En fait, moi, à mon avis, c'est quasiment le même maudit jeu. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'il y a de différent tant que ça? Ça, je pose la question. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Y a-tu quelque chose là-dedans, dans 2024, qui est différent au point de dire 2024 puis 2014, c'est pas le même jeu? Deux produits différents. Là. Tu peux pas les deux. Là. Moi, je pense que c'est au niveau de la puissance moyenne, vraiment. 2024 est supérieur. Tu as beaucoup plus l'impression à bas niveau que ton personnage. Tu sais, déjà, on s'entend que la 5e édition, à comparer de Shadow Dark, ton bonhomme, il est déjà quelqu'un. Mais je pense qu'en 2024, tu as déjà une impression plus rapide d'atteindre une puissance satisfaisante pour du Donjon Dragon. Alors parce que ça, tout ça, ça date de... On s'en rappelle peut-être pas, mais il y a longtemps, ils ont fait des fameux sondages. Oui, je me rappelle de ça. De genre, vos campagnes, ils finissent à quel niveau? À quel niveau font-ci? Quand est-ce que vous aimez ça, avoir vos pouvoirs? Ouais. Ça date d'il y a vraiment longtemps. Puis, ils ont dit à un moment donné, on va essayer de ramener de la puissance haut niveau à plus bas niveau. Fait que là, tout le monde s'attendait à des suppléments, des reventes de classes. Ouais. Puis, je pense que tout ça, c'est ça qui a amorcé la réflexion vers 2024. Le monde, il joue bas niveau. Puis ils veulent que, si tu finis ta campagne niveau 6, tu as eu quand même une espèce d'aperçu de plus haut. D'avoir une petite puissance satisfaisante, puis tu n'es pas obligé de rouler un jeu pendant 8 ans de temps pour te rendre au niveau 20. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Une petite parenthèse. Là. Je pose la question, Philippe, mais on garde ça en parenthèse pour revenir après sur le sujet principal. Est-ce que justement, tu as l'impression, si tu considères, puis c'est vrai qu'au final, de ce qu'on voit sur les réseaux, les avis, tout ça, les gens vont beaucoup jouer niveau bas et jusqu'à moyen. Premier, deuxième tiers, un peu troisième, mais bien rare le quatrième. Est-ce que tu vois justement que cette version 2024-là, tu disais tout à l'heure que dans votre partie de Vecna, vous êtes rendu niveau 12? 12-13, oui. As-tu l'impression que ça commence à dérailler tranquillement, à côté justement calibrage des niveaux de difficulté et tout ce que ça implique?
Pas encore, parce qu'on mais on peut voir qu'il y a certains archétypes ou autres, qu'il y a comment un scaling un peu différent. Mais je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui a avantagé un peu la 2024, c'est qu'ils ont beaucoup rééquilibré les classes martiales. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'en 2014, la majorité des classes martiales, si tu prenais pas l'archétype qui était vraiment bon, tu manquais le bateau. Il y a quelques classes que c'était de même. Là. Si tu prenais pas telle sous-classe, tu manquais si tu prenais un rogue manipulateur ou un inquisiteur, Ouais, c'est ça. mettons, c'était sous-optimal. Justement, RPG Net, RPG Botnet, il classifie tout ça. C'est tellement bien fait, ça. Ah ouais, c'est ça. Genre, quand c'est rendu, il faut que tu ailles regarder ça pour dire ah, ouais, je veux pas être un boulet pour ma table. C'est jouable, cette classe-là. C'est ça. Je pense que 2024 a été capable d'aller beaucoup rééquilibrer ça. Fait que là-dessus, il y a ça. Par contre, tu as tout monté tout le monde. Fait que tes monstres aussi, ils ont monté. Fait que comment adapter? Oui, je pense que 2014 est compatible. Surtout, sauf qu'il va falloir absolument que tu ajustes les monstres. Mettons, si tu prends du matériel 2014 avec des classes de 2024, tu n'as pas le choix de jouer un peu avec les monstres. Puis, dans la vidéo, on en parlait, il y a un calcul quand même assez facile. Des fois, c'est augmenter un peu les points de vie, changer un peu la classe d'armure. Puis, ça peut se faire quand même, je mets des grosses guillemets, là, facilement. Si tu sais un peu ta formule, tu peux adapter on the go. Mais encore là, si quelqu'un prend un personnage de 2024 puis prend une sous-classe 2014, il y a peut-être des fois l'impression qu'il manque un petit quelque chose ou que ça paraît. Mais c'est faisable. C'est très, très faisable. Sauf que l'affaire, c'est que là, tu te dis, là, je vais attendre la prochaine version, la 2014 de cette sous-classe-là, je vais attendre ça. Mais ils sont rendus ailleurs. On le voit, ils sont déjà en train de ressortir. Puis là, il y a Dark Sun qui s'en vient. Là. Ouais, c'est ça. Ça aussi, là, on pourra en parler plus en détail, mais ce que Wizard of the Coast a en tête pour l'avenir du jeu, on était habitué à avoir des aventures en forme de livres, qui étaient comme des gros événements. Là, maintenant, c'est beaucoup plus comme des boîtes avec du matériel un peu pour permettre aux gens de commencer à jouer. Mais reste que le jeu est encore assez crunchy. Même le starter set, là, c'est une belle grosse boîte. Le livret qui explique les bases des règles est quand même 34 pages. T'as-tu passé au travers? Non, même pas des punchés. Hey, on fait un unboxing. Oui. OK, regarde, on ouvre ça. Tabarnache, OK, ça se passe. Ça se passe. Fait que pour ceux qui nous regardent, on ouvre la boîte. Vous avez 3 livrets d'aventure comme ça. C'est des petites aventures. C'est des aventures. Papier glacé. Papier glacé. Le matériel est très inspiré de ce que fait peut-être Free League avec leur boîte de démarrage. Ça reste encore. C'est beau, là. C'est magnifique! C'est super très beau. C'est super beau. Puis de ce que j'ai compris aussi, c'est que maintenant, toutes les fiches, ils ont mis des petites cartes aussi. Un peu. Je me demande qui c'est qui a fait ça dernièrement. Je veux dire, on s'entend. Je passe souvent pour le gars qui bâche puis qui crache un peu partout. Là. Mais ça reste que j'aime beaucoup encore l'organisation à l'intérieur. Moi, j'aime ça les 2 colonnes comme ça, c'est les petits encadrements. Ça, là-dessus, c'est bien fait. Là, pour ceux qui nous écoutent en audio, Pierre-Louis a sorti des pièces d'or en carton, des jetons, des tokens. Il y a vraiment des monstres aussi en jetons. Il y a des fiches de personnages, justement. La fiche de personnage, c'est comme quasiment une feuille de papier de jeu de société que tu peux rajouter des cartes dessus. Tu peux rajouter ton équipement. Il y a un côté, je pense, qui est niveau 1, un côté qui est niveau 2. Ils ont voulu faire ça un peu board game. Ça me fait penser justement à une action bonus que vous parliez justement de c'est quoi la différence entre un jeu de société et un jeu de rôle. Là, il y a vraiment des pièges. On voit des cartons avec des vignettes de personnages, des sorts, des effets de sorts. Mais il y aurait une action bonus à faire là-dessus, par exemple, parce que je vois que j'aime beaucoup en fait les kits d'initiation en général. Les kits d'initiation, c'est le fun. Ça te donne un peu l'impression que cette boîte-là, le rêve qu'on te vend, c'est t'achètes ça puis t'as tout ce qu'il te faut pour jouer. On va te guider. C'est un peu comme jouer à Gloomhaven ou Descent. C'est la même chose finalement. Mais la grosse twist, c'est que c'est pas exactement pareil. T'as besoin d'un maître de jeu quand même qui va faire le petit livret puis qui va le transformer en aventure incroyable, qui va te plonger dans une épopée imaginaire.
C'est pas exactement Gloomhaven. C'est cool. Dans le fond, ça, c'est des... Je pensais que c'était comme quelqu'un qui te félicitait d'avoir acheté la boîte. Des fois, il y a ça à l'intérieur, mais c'est pas ça. C'est vraiment comme une lettre que les personnages trouvent. Avec, Une lettre de Gary Gaga. Ouais. C'est comme genre, c'est bien bizarre. Mais non, c'est pas ça. Puis il y a genre même le menu d'un resto puis des trucs comme ça. Ça, j'aime ça. Ah, ça, c'est bon, C'est le genre de ça. truc que j'aime. ça. Freelink font beaucoup de ça, puis Oui. c'est vrai que ça aide à te donner le goût de jouer. Oui, C'est absolument. une petite affaire qui décore bien la table. Oui, moi, Mais là, tu parlais de Gloomhaven. Je pense, je suis pas certain, mais l'autre box set, parce qu'ils ont mélangé tout le monde quand ils ont sorti le box set de Stranger Things de Eddie Munson. Ouais, exact. Que c'est comme plus board game, justement. Je pense que c'est plus un jeu de société, mais c'est Donjon Dragon, mais je suis pas sûr qu'il y a un maître de jeu. Je te dis, j'ai aucune crise d'idée, c'est quoi ça. Ben, il est sorti. Là, Ouais, il je est sais, mais disponible. j'ai pas Ils ont regardé. comme annoncé ça. Ça s'appelle, le gros pitch, c'est genre finissez la campagne que Eddie Munson a commencé avant de pas pouvoir la terminer. Ça fait genre 4 ans. Là, il est mort. C'est ça. Puis personne n'était capable de dire c'est un jeu de société ou c'est un jeu de rôle. Puis même en lisant la description de Wizard of the Coast, tu sais, quand ils ont finalement dévoilé la page web, même moi, j'étais pas capable. Ben, as-tu ça, c'est intéressant parce que c'est aussi. Là, on extrapole là, au-delà du concept même du jeu de la version 2024, mais ça vient aussi sur la manière de promouvoir leur contenu et leurs produits. Je pense qu'on avait déjà parlé, Ouais. Pierre-Louis, dans un des actions bonus, c'est qu'au final, ils ne font plus nécessairement la promotion d'un jeu, mais d'une marque. Oui, puis C'est ça. tu sais, je pense que ça, je dois le dire, c'est quelque chose que j'apprécie. Là, c'est même si j'ai l'impression qu'ils cafouillent à certains moments, ils essaient vraiment de rendre le jeu de rôle plus accessible. Je pense. Dans les nouveaux livres, surtout le manuel des joueurs, ils ont fait un bel effort d'édition pour rendre la chose un petit peu plus digeste. Ouais. Je pense que le jeu, il lutte encore avec ses règles un peu clunky tirées d'une autre époque. Mais malgré tout, il y a l'effort qui est là. Mais c'est qu'ils ont aussi jonglé avec le fait de on veut mettre quelque chose de nouveau, mais pas trop nouveau. Tu sais, Ouais. Tu sais, le fameux, genre, moi je l'appelle 5.24 maintenant, tu sais, c'est un 5.5. Tu sais. Ouais, Fait ouais. qu'ils voulaient pas perdre tout ce qu'ils avaient gagné avec la 5e, mais en même temps, ils voulaient renouveler. Quand tu es au milieu, tu plais à personne puis tu déplais à tout le monde un peu. Fait que ça a été là, je pense que ils voulaient pas sortir une 6e parce qu'ils venaient de dire on fera pas de 6e édition là, à cause de tous les scandales puis tout qu'il y avait eu. Ouais, là. exact. Tu sais, ils avaient dit non, on vous forcera pas. Puis là, ils ont dit ça va être compatible. Fait qu'ils ont comme. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un peu freiné certains trucs. Puis là, ils essaient de comme aller rattraper ça en se disant 2024, c'est rendu la nouvelle version de base. C'est ça qu'il faut maintenant. Il faut repartir sur 10 ans avec cette version-là. Fait 10 ans? Ben, c'est ça, c'est ça, 2014, c'est ça. Tu sais, ils veulent investir. Tu sais, on a investi, ils ont investi parce que ça a dû coûter cher, tout développer ça, tout imprimer ça, tout refaire. Wow. Tu sais, c'est des équipes. Avec l'AI, là, ça se fait. là. Ouais. C'est ChatGPT qui a écrit à moitié. Ouais, c'est ça. Mais Fait que, tu sais, je pense qu'ils veulent rentabiliser tout ça, puis c'est pour ça qu'ils veulent relancer, puis maintenant que c'est rendu plus à une franchise, ils veulent bâtir là-dessus, puis on dit, ben, on va mettre un peu moins d'énergie de tout, ben, pas moins d'énergie, moins focusé sur le jeu. Moi, ce que je voyais là-dedans, c'est que 2024, il est là pour rester un bout de temps, ouais. C'est sûr. pendant qu'ils développent autre chose. Ben, ils ont sorti des affaires, là. Je veux dire, les Monsieur Patate, Donjon Dragon, puis etc. Là, je veux dire, ça en y en a, là, Ben, pour les les- films, les jeux vidéo, C'est sûr, c'est hein. quand on parle de que la compagnie veut se tourner vers un modèle de franchise, Ouais. c'est d'utiliser l'image qu'on Ouais. se fait de Ouais. Donjon Dragon plus que le jeu puis les mécaniques Ouais. que nous, on apprécie. Mais c'est vraiment fou parce que tu faisais mention, Pierre-Louis, justement, de Free League qui font aussi des kits d'initiation et tout ça. Mais à leur regarder celui-là, puis à regarder aussi les fiches de personnages, là, je pense qu'il n'y en a pas aucun, par exemple, qui a le plus l'espèce de mood jeu de société que celui-là. Même la Ouais. façon que les fiches de personnages sont présentées, les Ouais, encadrés, ouais. on dirait vraiment comme Gloomhaven, on dirait genre Ouais, ben, tout droit sorti de. puis en plus, je pense que, je sais pas si on l'est peut-être dans le fond, mais je pense que les joueurs éventuellement peuvent avoir un bastion, puis je pense qu'il y a la carte du bastion dedans, que tu peux mettre des pièces. Puis, Le Bastion, une des mécaniques de 2024. Moi, j'ai rebondi un peu sur le Bastion, je dois Ah, dire. il est là. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était awesome, mais moi aussi, j'ai 100% dans le livre du maître. Il y a une nouvelle mécanique 2024 où les joueurs peuvent construire un bastion. Puis c'est un peu jeu de table. Tu construis ton petit fort, tu peux avoir des pièces, puis là, tu as des actions entre les aventures. J'ai essayé de l'intégrer, puis on a un peu rebondi dessus. On l'oubliait.
On avait comme d'autres choses à faire que de gérer qui travaille dans la cuisine. Puis ça nous donne quoi? Tu sais, même, OK, je fais un callback, là, les vieilles versions. Là, back in the days. Donc, Ouais. Les vieilles versions, quand ton personnage atteignait un certain niveau, tu pouvais comme... T'atteignais ton niveau, ton pouvoir que tu avais, si tu débloquais la capacité de pouvoir construire une forteresse, par exemple. Oui. Suivant, dans deux Ça, on s'en foutu un peu. Là. Je connais personne qui faisait ça non plus. Là. Ah, les C'était suivants, dur. c'était cool. Les Les- suivants, mais ça Ouais. faisait chier le maître de jeu. Si Ouais, t'avais des c'est ça. suivants, là, c'est ton charisme. Là. Ouais. Plus t'as de charisme, plus t'as de suivants. Mais oui, ça, c'est... Écoute, parlant de règles clunky, Vas-y. puis je sais que ça va être subjectif Internet, là, je vous en supplie. On le dit, mais c'est un acte d'amour, la critique aussi. Hein? Ben, on met, Non? du, Oui. temps, on met du temps et de l'énergie sur quelque chose. Ben Je suis oui. venu de Québec. Juste Pour critiquer. chialer. C'est quoi Mais non. votre mécanique de la 5e édition que vous trouvez la plus pénible? L'aspect mécanique du jeu, là, qui rend pour vous l'expérience frustrante, peut-être. 5e édition? 5e édition, 2014-2024. À mon En avis, fait, c'est quasiment le même mais jeu. t'as peu- Là. Justement, j'ai une question, par exemple, par rapport à ça. Avant ça, ouais, avant qu'on ouais. aille plus loin. Officiellement, le nom de cette édition-là, c'est quoi? C'est 2024? Ou c'est genre... Parce qu'une année, c'était One. C'est plus ça. Si je me souviens bien, dans le livre, il y avait dit réviser. OK. Il me semble que c'était ça. C'était ça dans un. Je me rappelle plus si c'est dans le guide du maître. Là, à un moment donné, il le laisse échapper. Là. Ah, il laisse échapper. Il est dans un seul paragraphe. Là. Tu sais, c'est comme. Mais c'est fou qu'il n'y ait pas comme un nom officiel. à Ben, cette c'est pour ça que version-là. ça me bug bien raide. Bref, The on va One le voir. D&D, qu'est-ce que t'aimes pas de One D&D? Mais tu sais, pour revenir vraiment à la question de 2014-2024, il faut Ouais. réfléchir. C'est quoi la mécanique que je trouve clunky, là, qui vous Ouais, dérange? tu joues là? pas, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Non, mais c'est pas ça. Là. C'est quoi ton Vraiment. problème? La mécanique qui revient tout le temps, qui me dérange, là, si vous la connaissez déjà, dites-le, parce que moi, pour moi, faut que j'y pense un peu. Là. Moi, je pense celle qui est la plus mise de côté pour la majorité des tables de jeu, c'est l'encombrement. Ah, ben, c'est direct ça qui me passe Ben, par la c'est ça, tête. je pense, à part quand si tu joues un module comme Tomb of Horror, que là, c'est genre l'aspect survie traîné, que tu peux engager des porteurs, des dinosaures, puis tout, que là, te dire, ben, tu peux tout traîner sur ton dos, ça vient comme un peu enlever cette espèce d'ambiance-là de voyager dans la jungle dangereuse avec ton cortège, là. Mais je pense que souvent, c'est ça qui est oublié. Puis qu'il est mis de côté, puis t'as un sac sans fond. Puis même le sac sans fond, en théorie, il y a une limite. Mais Ouais, tu sais, ouais. mais, tu sais, c'est comme, ah ouais, c'est comme, mets tout. Je pense que c'est une de celles qui est la plus mise de côté. Ben, moi, je pense que ce qui me gosse le plus de D&D, là, je pense que je vais me limiter à 2 choses. Oh! Il y en a un, c'est les sacs de points de vie. Moi, j'haïs ça que D&D, ce soit un jeu qui ont fait « Hey, tu vas toucher souvent, mais pour compenser ça, on va mettre des adversaires qui ont 385 points de vie. » Mettons, une Wyvern doit avoir 127 points de vie pour que ça... Puis ce que ça crée, c'est là, je pense, que les combats ont toujours l'air de durer un round de plus qui devrait durer. Moi, c'est ça qui me dérange. Puis même Nimble qui est compatible... Nimble, c'est très bon, je vais en reparler un jour, je vous jure. Même Nimble qui est compatible avec la 5e édition... Oh, excuse-moi, t'as été blessé? Il y a eu contact. Même Nimble, Oui. qui est compatible avec la 5e Ouais. édition, ils doivent travailler avec les sacs de points de vie. On n'a pas le choix. Hein? Puis c'est tellement frustrant parce que tu as l'impression aussi, dans ce que tu vis comme expérience, c'est de faire comme ping, 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 ping. Tu as l'impression d'abattre un arbre plutôt que de vivre un combat épique. Puis même si tu un maître de jeu qui est comme non, mais c'est métaphorique, ça représente comme l'épuisement du Ouais, dragon. c'est souvent ça. C'est tout le temps comme tu le manques, puis quand finalement il arrive à 0, c'est quand tu le touches. Oui. Oui, c'est ça. T'as reçu une flèche, t'as reçu une autre flèche. Bon, tu reçois 3 autres flèches. Mais- Écoute, ça, c'est une des affaires qui me gosse. Les sacs de points de vie. Puis D&D, 2014 et 2024, c'est que des gros sacs de points de vie. Même les joueurs. Ouais. Mon barbare de 200 points de vie, là. T'as pas idée à quel point il faut que je le shake à terre de même. Même si je le pitch en bas d'une tour, il se relève. Non, c'est vrai. Pour finaliser avec la sac de points de vie, moi, ce que j'ai eu l'impression quand ils ont voulu faire ça, parce que dans les éditions précédentes, il y a beaucoup de créatures qui avaient plus de CA et tout. Surtout dans les vieilles éditions, que tu avais plus Ouais. d'attaque et tout. Tu sais, je pense qu'ils ont voulu enlever la frustration encore une fois, des combattants que tu as une attaque, tu rates, tu Ça résume ton tour. Ça résume ton tour. Tu n'as rien fait. Mais là, au moins, tu attaques, tu fais des dégâts. Même, le joueur, il ne s'en rend pas compte que tu as ajouté 50 points de vie en échange qui puissent toucher tout le temps. Exact. Fait que moi, je pense que ça a été là le shift. Est-ce que c'est une bonne idée?
C'est un petit plaster mécanique. C'est ça. Moi, c'est Déplacer le problème. effectivement, c'est pour ça que, tu sais, même dans les errata, ils changent un petit peu la CA de certaines créatures et autres pour que ce soit plus facile, plus difficile. Exact. Parce que l'objectif derrière ça, c'est que ceux qui ont moins de 50 000 habilités, plein de combats, plutôt que leur tour... Tu sais, comme on dit, les combats, des fois, c'est long. Là. Fait que si t'attends ton tour, je rate, puis... Ou... Flamme va me regarder, t'es paralysé. Oh, le cauchemar. C'est ça. Fait que je pense que c'est juste... pour comprendre l'idée derrière, je pense que c'est ça. Ah oui, puis c'est ça qui me fascine aussi, c'est qu'il y a plein de règles. Le crunch de D&D, il y a une grosse partie du crunch qui s'explique parce qu'ils doivent mettre des garde-fous pour empêcher les power gamers de briser le jeu. Il y a plein de multiclasses qui seraient vraiment awesome, ils doivent trouver, hey, on pourrait donner cette habileté vraiment nice à cette classe-là, mais si on le fait, puis que tu prends un niveau de warlock, un niveau de guerrier, un niveau de magicien, tu brises le jeu. Puis moi, c'est ça qui me rend dingue, c'est que tout le design de D&D puis le crunch derrière, pourquoi est-ce que le livre doit avoir 300-400 pages? C'est pour empêcher la petite portion de Power Gamer de briser le fun de tout le monde. Hey, excusez-moi, je t'en... Fait que c'est ça ta deuxième chose. Non, Ça ça... forme. Hein. Je voulais juste rebondir sur la second point de vie. Là. Vous parlez des second points de vie, mais à vos yeux, c'est quoi pas la solution, mais c'est quoi un peu les alternatives que vous préférez dans d'autres jeux? Parce que, tu sais, pour ma part, ça reste que la solution la plus simple est tout simplement un jeu plus dangereux et plus mortel, donc beaucoup moins de points de vie, on s'entend. Moi, j'aime le Rocket Tag de... un peu à Call of Cthulhu, Pathfinder. OK. Il y a beaucoup le fait de... T'as peut-être beaucoup de points de vie, mais il y a la possibilité que si quelqu'un agit en premier, il te one-shot. Ah, du glass cannon, là, un gros... Ouais, l'espèce d'idée de... Si t'as ton gun sorti dans l'appel de Cthulhu, il y a des bien bonnes chances que tu tires quelqu'un dans la tête puis que cette personne-là soit morte. Oui. Puis dans Pathfinder, c'est rendu un peu ça. Si t'es un magicien, t'as plus 12 d'initiative, il y a des bien bonnes chances que tu mettes fin au combat en un tour de jeu. OK. Tu fais un puits en dessous du géant, puis le géant tombe dans le puits, puis là, il est comme « Oh non, je suis coincé là pour toujours! » Parce que justement, Pathfinder, j'imagine, je le dis, mais j'en ai aucune sapristi d'idée. Est-ce qu'ils enlèvent un peu cet effet de balise-là que tu mentionnais dans D&D qui permet justement une certaine optimisation des classes et tout ça? Écoute, Pathfinder a un lot de problèmes aussi. Mais au moins! Oui, vas-y. Au moins, il n'a pas ce deuxième problème. Le deuxième problème que tu l'as mentionné, vas-y. Hey man, tu sais, un War Priest avec les bonnes multiclasses peut faire tellement de dégâts dans un tour que le combat peut vraiment durer un round. Dépendamment de comment les choses sont placées, ça devient très, très tactique. Ça peut être anticlimatique aussi. Je veux dire, c'est pas une solution parfaite. Non, effectivement. Ça revient à des préférences personnelles. Oui. Mais moi, j'aime ça, l'histoire de tu t'es fait gonner dans la tête puis t'es mort. Oui, ben oui. Mais c'est frustrant pour les joueurs aussi. Oui. Ouais. Ouais, ça l'est. C'est quoi ta deuxième chose qui te fâche? Ah, mon Dieu. Excusez-nous, là, on est en mode On est en roue libre. Berserk contre Ouais, Spivey. Mais la deuxième affaire qui me gosse, c'est qu'il y a... Puis ça aussi, il y a ça dans Pathfinder, là, c'est qu'il y a des cul-de-sac dans la création de personnages. C'est que le jeu te dit, tu peux faire le choix que tu veux. Ah, OK. Tu peux faire ce que tu veux. C'est un jeu d'imagination, tout est possible. Mais... Ah, mais si tu fais un magicien ou si tu fais un guerrier, mais que tu prends pas l'historique de fermier, puis que t'as pas un bonus en force, ben t'es un peu cave. Tu comprends? Moi, c'est ça qui me gosse. C'est de faire, regarde, toutes les possibilités que t'as comme création de personnage, mais il y en a plein qui sont tellement sous-optimales que t'es pas mal épais si tu prends ça. Mais justement, ça fait pas un peu écho à ce que Philippe disait tout à l'heure concernant la version 2024 qui ont quand même un peu réajusté ça? Ou vous n'êtes pas même pas assez? Oui, mais ça reste quand même, je pense que c'est inhérent à Donjon Dragon aussi. Là, le simple fait que RPG.net existe, ça prouve qu'il y a vraiment des catégories. T'sais, tout le monde va toujours vouloir catégoriser puis essayer de trouver la combinaison, tout, peu importe le jeu. T'sais, on s'entend, là, même dans des jeux minimalistes, tu as moyen de min-maxer tout le monde. Mais quand il y a des classes que, genre, ils sont genre, prends absolument celle-là est bleue, puis t'en as une qui est genre rouge pétante, que si tu prends ça, t'es vraiment, tu mets ton groupe, tu deviens un boulet. Là, c'est là qu'il y a un problème. Ben, tu sais, c'est que moi, je l'ai vécu des fois dans une session de création de personnages où, mettons, on avait un cléric, puis il y a quelqu'un qui regardait sa sélection de sorts en faisant, tu prends pas Cure Wounds, tu prends pas Healing Word. Puis la personne était comme, ben non, je sais pas, j'ai pris ce sort-là, il avait l'air cool. Puis tout le monde le regarde en faisant, non, tu peux pas faire ça. tu peux juste pas faire ça si t'es un cléric. Puis le barde, là, toi, t'as pas le choix de prendre ce sort-là. Ou, tu sais, juste le fait de placer tes habiletés, tes caractéristiques.
Ouais. Tu sais, je veux Ouais. dire, moi, ça me fait capoter que tu veux faire, mettons, un guerrier charismatique, un noble, qui a justement son background, c'est une noblesse, etc. Mais t'as quand même pas le choix d'avoir ta plus haute stat dans force. Puis tu peux mettre ta deuxième stat en charisme, mais je suis comme, me semble mécaniquement, là, ça serait tellement simple. DC20 le fait de, c'est quoi ta plus haute stat? C'est ça que tu utilises pour frapper le monde. Tu sais, me semble que ça serait ultra simple. En tout cas. Ça me fâche. Puis je trouve... Avoue. Mais il essaie des fois de Il va compenser avec critiquer des tantôt. sous-classes qui utilisent d'autres. Une deuxième statistique, oui, mais tu peux pas dire je vais faire un guerrier à 18 de charisme puis 8 de force. Tu sais, mon barbare veut intimider le monde, mettons. Là. Ouais. Mais là, il y a une habileté qui fait qu'il peut utiliser dans sa rage sa force pour intimider. Tu sais. Mais il a fallu qu'il se rende. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais quand même, mais ça, par exemple, ça, c'est un autre problème parce qu'en soi, dans le système de règles, en lien avec les compétences qui expliquent que tu utilises ton charisme pour intimider quelqu'un, mais si, par exemple, le jeu n'aurait pas de compétences, il n'y a rien qui t'empêcherait de pouvoir dire j'utiliserais peut-être ma force pour intimider plutôt que mon charisme. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ça ne demanderait pas grand-chose d'ajuster ça. Là. Ouais. T'es-tu en train de parler de Shadow Dark, toi? Non, c'est pas ça. Non, peut-être un peu, mais en même temps. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'on dirait que ça m'a pris du temps avant de me rendre compte qu'au final, il y a une certaine logique que je me disais telle compétence, on pourrait l'utiliser. Pas nécessairement telle compétence, mais tel type d'action, on pourrait utiliser telle caractéristique au lieu de telle caractéristique, alors que ce soit tout le temps justement, le charisme ou la force. Ou, Ouais, c'est comme t'as pas le choix. Tu sais. Ouais. Si tu fais un Warlock, il te donne l'illusion que t'as le choix. Mais si tu mets pas ta plus haute stat en charisme, Ça va pas bien. tu fais genre, OK, tu peux faire ça si tu veux, mais pourquoi tu fais ça? Faut que tu prennes des sorts qui n'ont pas de jet de sauvegarde ou de jet d'attaque. Puis tu sais, Ouais. on s'entend que rendu là. Ça devient un exercice de style plus que... Ouais, c'est ça. Mais dans 2024, ce qu'ils ont essayé, c'est d'être plus transparent sur t'as le droit au homebrew. Tu sais, ils ont essayé beaucoup d'encourager ça. Ça, faut leur laisser. Même chose autant dans le manuel des joueurs que dans celui du maître. Ils ont beaucoup encouragé à aller jouer avec les règles. Tu sais. Ouais. C'est pas l'absolu, c'est pas ça. Tu sais. Ils essayent beaucoup parce qu'ils se rendent compte que finalement, de plus en plus, les rôlistes vont aller chercher leurs petites affaires, puis aller trouver. Ouais. Puis justement, ils creusent beaucoup, puis ils vont tout faire leurs petits trucs, puis ils encouragent à gère ta table comme tu veux, crée, puis même partage, puis donne ça. Puis ça a ses bons côtés. Parce que justement, ça vient chercher ta communauté, ça vient ici, puis ça vient peut-être patcher un peu, puis hey, moi j'ai fait ça, j'ai essayé ça, puis tout. Puis ça a l'autre côté que des fois, on a l'impression que c'est comme certaines aventures qui ont sorti, ils se fient sur la communauté par ils vont patcher notre aventure. Ouais, exact. Le maître de jeu va venir apporter sa touche personnelle. C'est ça, tu sais. It's not a bug, it's a feature. C'est pas un bug, c'est vu de même, mais en même temps, tu te dis, ouais, mais moi je suis tout seul, toi tu as une équipe de 15 écrivains, là. Tu peux-tu Ouais, exact. Je pense l'avoir du premier coup? Ouais, que t'es pas à faire tout le travail. C'est ça. Mais écoute, on peut peut-être terminer sur une note positive aussi pour oui. D&D aussi en faisant... Y a-tu quelque chose là-dedans qu'on aime de Donjon Dragon? Un truc que Donjon Dragon fait bien ou peut-être qui est pionnier, novateur, qui porte sur ses épaules? À part être le fameux Behemoth, le jeu le plus connu. En fait, je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question dans ce cas-là. Concernant justement la version 2024 qui est sortie, ou la One, ou peu importe comment vous l'appelez, là, c'est quoi selon vous le changement le plus positif qui a été apporté dans cette version-là? Je pense que ce serait au niveau de l'édition. La présentation du jeu, le fait qu'on ait rééquilibré certaines choses. Je pense que ça, c'était le changement qui est le plus positif. C'est de faire un beau rééquilibrage. Ils ont permis, tu sais, mettons la liche. Moi, j'aime beaucoup la liche 2024. Je la trouve bien cool. Ouais. il y a beaucoup de monstres qui étaient presque inutilisables en 2014 parce que vraiment trop fragiles. Ben là, ils les ont remaniés de façon... Tu sais, ça, je pense que c'est la plus grosse différence, le plus gros changement positif, à mon avis. Ouais, tout ce qui est aussi accepté. Ils ont montré beaucoup qui était plus dans l'acceptation, tu sais, des tables diverses, la diversité, Oui. être plus imaginatif, être accueillant, inclusif. Tu sais, puis même au début, tu sais, ils sont beaucoup plus... on accueille les nouveaux joueurs, bienvenue. Tu sais, avant, c'était comme genre, fais ton bonhomme, puis après ça, apprends à jouer. Comme, je sais même pas comment on fait un bonhomme. Tu sais. Là, il y a comme, voici comment jouer, tu sais, etc. Ça, déjà, c'est bien. Je pense qu'ils ont clarifié aussi certaines actions. Puis, tu sais, moi, une des affaires que j'aime bien, c'est que maintenant, le maître de jeu, tu sais, as l'action influencée. Fait que maintenant, tu peux
comme utiliser ça parce qu'en théorie, tu peux juste utiliser cette action-là sur une personne une fois par 24 heures. Mais c'est tellement spécifique. C'est ça, tu sais. Fait que c'est comme genre. Ça c'est parfait. Comme ça, mettons, tu sais, moi, je laisse très libre là-dedans. Mettons, les joueurs, ils essayent tous de l'influencer à tour de rôle. Tout. Mais quand ça commence à dire, hey, là, tout ce que vous faites, c'est vous essayez juste de changer 50 arguments pour relancer des dés 50 fois. À un moment donné, c'est normal que la personne en ait son bout. Ouais. Je vous rappelle aussi que il y a le côté roleplay que j'explique que la personne a commencé à être fatiguée, mais mécaniquement aussi, c'est une fois. Ben, cette limite mécanique-là est encore une fois un beau garde-fou pour les power gamers. C'est ça. Oui, mais en même temps, c'est pour aider. Mais tu sais, c'est toutes des petites affaires de même qui ont juste précisé. Parce qu'avant, c'était pas un maître de jeu qui est vraiment plus by the book. Le joueur pouvait dire, hey, moi, c'est marqué que je peux influencer, bluffer, puis il n'est pas marqué nulle part. Puis, là, le maître de jeu qui est un petit qui a peut-être moins d'expérience ou qui est peut-être un peu moins capable de s'affirmer face à un joueur qui est beaucoup plus qui a l'air de savoir plus que lui, bien là, au moins, il y a comme ce garde-fou-là, cette barrière-là. Je trouve qu'ils ont donné beaucoup d'outils aussi aux personnes qui sont moins expérimentées, plus jeunes. Ouais. Tu sais, il y a ce côté-là. Tu sais, nous, on a quand même, on se cachera pas, on a une vision de rôliste de quand même plusieurs années. Tu sais, on a un certain billet cognitif quand on lit tout ça. Tu sais, on a beaucoup vu d'OSR, d'autres jeux, autres. Mais mettons, j'essaie de me remettre dans la peau de moi à ma première lecture. Je pense que l'édition 2024 a beaucoup amélioré cette accessibilité-là. Oui, moi je pense aussi. Moi aussi. Puis toi, Pépé, qu'est-ce qui est ton coup de cœur? Oui, moi, c'est pour ça que je suis content que ce soit toi qui finis. En fait, pour vrai, no joke, comme je dis, j'ai pas joué, mais j'ai lu. Puis, déjà, je rebondis sur ce que Philippe dit. Effectivement, que l'organisation au début du livre est beaucoup plus accessible pour quelqu'un qui débute. Mais le manuel du maître de jeu est quand même vraiment bien foutu. Il est vraiment bien écrit, des bons conseils, des bonnes suggestions, l'utilisation des règles optionnelles et tout ça. Non, pour le reste, ça a vraiment été... à ce niveau-là, ça, j'ai rien à redire. Je trouvais que c'était vraiment très bien fait. C'est juste que ça vient moins me chercher, mais ça reste que je suis bien content de continuer à voir le jeu de rôle au sens large être poussé de l'avant, que ce soit via D&D ou autre chose. Ça permet de... Il y a des initiatives comme justement le Festival Draconis qui nous permet de venir en jaser comme ça devant des gens. Je trouve que c'est merveilleux pour ça. On va en parler encore probablement longtemps. Ça reste un géant dans l'industrie du jeu, pour le meilleur et pour le pire. Avant de poursuivre, par exemple, je me disais qu'on pouvait profiter aussi de cette tribune-là qu'on a avec des gens, le festival, pour peut-être répondre à des questions. Oh mon Dieu! Fait que tournez la parole au public. Fait que si vous avez des questions, soit sur la 5e édition ou sur le jeu de rôle en général, vous pouvez, je sais pas, lever la main peut-être. Puis on va répéter la question pour que vous puissiez l'entendre dans les micros. Ouais, la question de Yannick ici. Très pertinent. Très pertinent, Yannick. La question, c'est qu'il y a eu beaucoup de sondages pour faire cette nouvelle version de D&D 2024. Puis, est-ce qu'au final, la maison d'édition, qui a choisi un peu d'ignorer certains commentaires ou quelques retours de la communauté de ces sondages-là, est-ce que c'est possible qu'ils ont fait le choix de pas trop changer le jeu parce qu'au final, on n'aime pas tant le changement? Peut-être que c'est ça un petit peu. Est-ce que D&D 2024 est de cette façon-là parce que le retour de la majorité de la communauté, c'était peut-être, on aime ça comme c'est en ce moment, on veut pas trop que ça change? Parce que oui, à un certain point, parce que ça reste que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, malgré toutes les bonnes intentions, malgré toutes la bonne volonté, tout ça, ça reste que c'est une entreprise mercantile, capitaliste, faisant en sorte qu'il doit avoir un rendement financier à la hauteur des attentes. Et c'est drôle parce que récemment, j'avais eu une discussion avec quelqu'un qui travaille justement en image de marque là-dessus, puis il y a tout le temps un gros travail à faire si jamais tu changes bout pour bout un produit. Même en gardant le même nom, là, si tu changes le visuel, le branding, le design, il y a vraiment comme une chute en quelque sorte de l'attrait avant que... Cracker Barrel, par exemple. Ouais, Cracker Barrel, par exemple, ça donne un très, très bon exemple. Donc oui, à mon sens, je suis persuadé, comme Yannick le mentionne, c'est parce que c'est parce que les gens n'aiment pas le changement, effectivement. Ça aurait peut-être été un gros clash si, mettons, plutôt que d'avoir un D20, on roule plus pour l'attaque, maintenant on fait uniquement le dégât. S'il avait fait un changement drastique, qui aurait peut-être plu à nous, les geeks de jeux de rôle, mais
Ben, prends un risque. Mais c'est un Ouais, peu comme ouais, la c'est 4e trop- édition. ouais. au final. Un peu comme la 4e. Comme la 4e. Mais Ouais. ils ont essayé, tu sais, on dit beaucoup que, genre, justement, hey, Wizard, The Coast, n'a pas été audacieux avec 2024, tout. Mais ils ont essayé avec le druide. Tu sais, quand ils ont essayé de faire le wide shape, tout, ils ont essayé de faire vraiment de quoi de vraiment très différent. Dans la version playtest. Ouais, là. dans la version playtest, tu sais, ils ont sorti ça, puis le monde a fait non, c'est trop différent, que c'est ça? C'est Ouais. Puis, Ah ouais. ouais. Fait que c'est, à un moment donné, c'est ça, tu sais, c'est ça qui est plate, on leur dit t'as pas assez osé, mais quand ils osent, ceux qui prennent le temps Ouais. de répondre au sondage, parce que c'est ça, tu sais, ils n'aimaient pas ça. Fait que c'est ça aussi un peu le problème. Tu sais, comme c'est une société par action, fait que s'ils se rendent compte que la majorité des gens qui prennent le temps, puis parce que ceux qui prennent le temps, c'est parce qu'ils ont ça à cœur. Fait que s'ils ont ça à cœur, ben ils vont sûrement acheter, puis ils vont sûrement en parler, puis ainsi de suite. Fait que si eux, ton espèce de centre névralgique qui va devenir ta future publicité, aime pas ton changement, c'est sûr que là, tu vas peut-être moins te risquer. Ouais, peut-être qu'il faut. Ce serait naïf de penser que l'innovation en jeu de rôle va passer par Donjon Dragon. Probablement que c'est plus les petites compagnies puis les petits jeux qui vont amener des idées qui vont faire leur chemin dans le grand public puis qui vont peut-être éventuellement faire partie de la 6e édition. Ben, tu sais, Ou des petits jeux. Pas nécessairement des petits jeux, mais du moins des initiatives autres qui sont poussées de l'avant par des personnes qui ont été reconnues par Donjon Dragon, comme Ouais. justement Darrington Press avec Daggerheart. Ouais. Mais Daggerheart, il y a une liste d'à peu près 10 inspirations. Là. Si tu décortiques Oui, tout ce qui est mécanique de Daggerheart, tu peux retrouver facilement tous les systèmes qui l'ont inspiré. Puis, ils l'ont, comparativement à Candela Obscura, ils l'ont mis très clairement dans Daggerheart. Voici ce qui a inspiré l'autre. Fait que c'est le même principe. On dit les petits encouragent des fois les gros à hésiter, mais on l'a un peu vu avec justement Darrington Press. C'est sûr que c'est pas aussi gros que Donjon Dragon, mais ils ont repris beaucoup d'idées mécaniques de d'autres pour faire leur propre melting pot, leur propre mécanique, tout ça, puis sortir de quoi de quand même passablement gros. T'sais. Ouais, exact. Puis je pense que, tu sais, pour moi, la plus grosse innovation que Donjon Dragon a fait récemment, c'était avantage-désavantage. Oui. Puis on s'entend que c'est pas quelque chose qui est game-breaking au niveau de si t'aimais la 3e édition, avantage-désavantage et pas nécessairement quelque chose qui te force à repenser ta manière de diriger une table. Non, mais ça a tellement été gros que ça Ben fait oui. des petits. Là. Il y a Oui, plein oui. d'autres systèmes de jeu maintenant qui ont adopté ça comme mécanique. Ben, c'est très bon. Je trouve que c'est une bonne manière. Oui. C'est comme l'échelle de dés d'ICC. Ouais, puis tu sais, quand on pense à c'est quoi les grosses affaires qui ont changé, là, tu sais, il y a le Ascending AC, maintenant, le fait de dire plutôt qu'avoir une classe d'armure négative, maintenant, ça a été une classe d'armure positive. Ça, la 3e édition, ça a été comme le monde sont tombés en bas de leur chaise. Le taco! Le taco! Qu'est-ce que je vais faire avec tous mes tacos à la maison? Mes tables mathématiques, mes tables. Moi, j'avais ça, le taco, quand même. On repart pas là-dessus. Hein. C'était très bon pour notre esprit mathématique. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions Ou commentaires. sur la 5e édition ou Outlook? OK. Fait que, est-ce qu'on a eu des difficultés à convertir les humains de 2014, donc l'espèce, les humains, là, de 2014 à 2024? Parce que c'est vrai que ça aussi, il y avait quand même... Tu sais, je veux dire, quand moi, j'étais en 2014, quand je voulais jouer un humain, c'est parce que je voulais avoir l'humain variant qui a un L'humain don, variant, right? ouais. Là, t'es comme, hey, le don, c'est cool. Commencer avec un don, c'est quand même chouette. Puis c'était un chemin brisé pour plusieurs builds brisés de D&D. Mais là, en 2024, c'est quand même différent, tu sais. T'as inspiration, je pense, une fois par jour ou de quoi de même? Tu commences avec une inspiration au début Ouais, de c'est journée. ça. Mais ils ont repris l'humain variant parce que tu as ton feed d'origine, Ouais. mais tu peux en choisir un deuxième d'origine. Ah, mais d'origine. D'origine. Ah, ben, tu sais, Non, Ouais. non, c'est d'origine. Ah. 2024 est et 2014 est compatible vers 2024, mais 2024 est plus difficilement compatible vers 2014, effectivement. Parce que dans 2014, ça n'existe pas, ça, les dons d'origine. Puis les dons d'origine en 2024, ils ne donnent pas de bonus aux stats. Tandis qu'il y a beaucoup de ces dons-là en 2014 qui vont te donner un bonus en stats, ou vice-versa. Fait que des fois, c'est quasiment mieux de choisir celui de la version 2024 parce que eux, maintenant, ils donnent tout un bonus, à part les dons d'origine. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai vu certaines tables qui l'ont essayé. Moi, je l'ai pas essayé, mais où il y avait un personnage 2014
qui était comme pas converti du tout. Il était juste comme, il amène son perso qu'il avait fait en 2016 avec les règles de 2014, il l'amène dans le game avec d'autres personnages 2024 puis qui cohabitaient tous ensemble. Je pense que c'est une possibilité de dire, mais je pense que c'est parce qu'il y avait certains chemins qui étaient un petit peu brisés, là, un peu. Tu sais, il y a des dons, moi j'aimais beaucoup dans 5e édition 2014. Qui était un peu fort, là, comme Sharpshooter. Le moins 5 au toucher, plus 10 au dégâts, moi, je le prends. Là. Mais là, ça n'existe plus. Non, mais je pense aussi que si tu t'arrêtes pas, si tu te compares pas, c'est possible. C'est souvent, Ouais. si tu veux que tous tes joueurs aient la même chance, que tout soit équitable, tout égal, 2014-2024, c'est difficile, mais si les joueurs entre eux ne comparent pas à 100% leur personnage ou qu'ils n'ont pas de « il faut que j'aille le même rendu pendant un combat ou un événement », ça se fait bien, mais s'ils disent « il faut qu'on ait tous le même niveau de performance », là, c'est ça. Faut pas se comparer. Hein. La comparaison est le voleur de la joie ou quelque chose de même. Hein. Ah ouais. C'est une expression anglaise qui se traduit mal en français. C'est ça, vraiment. Mais écoute, moi, je vous encourage là, à garder les affaires brisées de 2014. Anyway, le jeu est très résilient. Moi, c'est ça que j'aime de D&D, c'est que ça en prend quand même beaucoup pour briser le jeu. Ah oui, définitivement. Tu peux y jeter beaucoup d'affaires, là, mais des fois, je mets trop de monstres, par exemple. Je suis comme, mes joueurs sont capables d'en prendre. Ils sont battus contre un Dead Knight, challenge rating 17, qui était tout niveau 11, 12. J'étais comme, ils sont capables, puis ça a failli mal virer. Il a fallu qu'on appelle Benjamin pour qu'il vienne sur le call Zoom puis qu'il guérisse quelqu'un. Benjamin, on faisait comme, Benjamin, il faut que tu viennes, il faut que tu guérisses. Absolument, Simone. Bref. C'est bon. Donjon Dragon résilient, on a-tu une autre question? Oui, vous. Oui. Ouais. Fait que la question était, c'est vrai que c'est peut-être pas le rôle de Donjon Dragon d'innover puis de proposer des nouvelles mécaniques puis de réinventer le monde du jeu de rôle, mais on souligne le fait que de passer de la première à la deuxième à la troisième, toutes les anciennes éditions de Donjon Dragon ont quand même amené des modifications profondes au jeu. Au point qu'il y a certains qui n'ont jamais embarqué dans la troisième édition, ils ont continué toute leur vie à jouer à la deuxième. Même chose pour la quatrième édition. Il y a des gens qui trippent sur cette édition-là puis qui continuent à jouer à la quatrième édition. Fait qu'il y a cette idée-là, peut-être, que Donjon Dragon, même si c'est peut-être pas son rôle d'innover, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas non plus aussi en train de stagner ou de juste recopier des choses qui fonctionnent bien ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas un petit manque d'inventivité ici, malgré tout? Il y a, je pense, une déception, une frustration qui est exprimée, right? Selon moi, en fait, c'est vraiment intéressant comme question, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une partie de la réponse qui se cache dans, on va dire, l'évolution, justement, pas mercantile, mais la façon que l'entreprise fonctionne présentement, alors que, veux pas, les dernières années n'ont pas été très reluisantes niveau finance pour Donjon Dragon, en général. Et j'ai l'impression, justement, qu'ils sont peut-être un peu assis sur leur laurier, sur, justement, leur rendu du fait qu'il va y avoir plein de gens qui vont jouer, puis qui vont jouer juste à ça, peu importe les autres jeux qui vont sortir. Au final, il y a plein de jeux qui vont sortir, mais il y a du monde qui vont quand même juste jouer à Donjon Dragon, c'est correct aussi. Mais j'ai l'impression que le fait de sortir un nouveau jeu qui se ressemble beaucoup à la version 2014 et qui n'a pas nécessairement justement de nouvelles mécaniques qui vont révolutionner le genre, fait en sorte qu'ils vont tout simplement se dire, eh bien, on va rester un peu avec le même public, les mêmes gens. Peut-être qu'il y a des gens qui vont transitionner, peut-être qu'il y en a qui vont rester à la 2014, mais ça reste que c'est globalement, j'ai l'impression que ça cible la même clientèle encore que la version de 2014. Et qui vont continuer là-dessus parce qu'il ne veut pas perdre non plus justement cette emprise sur ce grand bassin de joueurs qui n'était pas aussi immense il y a de cela, on va dire, 15 ans. Là, on ne peut pas, il s'est passé des choses avec les actual play et tout ça. Là, ça a fait que beaucoup de monde ont exploré le monde du jeu de rôle et qui ne connaissaient pas du tout ça avant. Et je réponds-tu à la question? Pas en tout. Bon, ouais. C'est ça. Mais moi, en effet, moi aussi, je pense qu'il y a eu une grosse aversion au risque. Oui. Parce que justement, là, ils ont, avec la pop culture qui a augmenté, Stranger Things, la pandémie, tout le nom Donjon Dragon et 5e édition, les actual play, Critical Role, le film. Le film. Non, je dis le film. Le film. Mais tu sais, tout ça, ça fait résonner Donjon Dragon 5e édition. Fait que là, je pense que c'est plate, mais tu sais, les actionnaires
ont été frileux. T'sais, Ouais. Parce que c'est ça qu'il faut souvent penser. C'est plate à dire, mais Wizard of the Coast, je pense qu'il y avait le désir d'aller plus loin, mais Hasbro et les actionnaires ont comme fait non. Ouais. C'est pas le temps, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment. Puis en même temps, c'est la même chose avec Sigil. Le fameux. Le Virtual Tabletop. Le Virtual Tabletop qu'ils ont fait. Les execs qui étaient en charge de ce produit-là, là, puis qui étaient ceux qui avaient l'enveloppe d'argent, là, ils n'étaient pas capables de comprendre que c'était pas un jeu vidéo qu'ils faisaient. Ouais, mais Fait que quand le monde qui ont l'argent et qui décide ne sont pas capables de voir ta vision des choses, c'est sûr qu'après ça, c'est dur. Est-ce qu'ils vont se rendre compte de leur erreur? Mais je pense que c'est dans l'air du temps aussi. Là. Peut-être que j'overextend ici, là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'à une certaine époque, il y a cette aversion au risque-là. Peut-être que c'est le contexte socio-économique. Mais tu sais, on le voit, les studios de cinéma, ils sont de plus en plus frileux à l'idée de produire des scénarios originaux. Ouais. Ils vont se tourner vers des franchises, vers des valeurs sûres, ou ils vont faire comme, OK, on va refaire un Tron, on va refaire c'est quoi, une franchise de BD qu'on pourrait refaire, là, puis le 2, le 3, un autre reboot des Fantastic Four à nouveau. Il y a cette espèce d'idée-là de le risque, c'est dangereux à une époque où tout le monde est plus frileux de sortir de la maison. Les gens sont de plus en plus aussi confortables dans leurs habitudes. Je sais pas s'il y a ça un petit peu, mais découvrir, explorer, ça devient quelque chose de... les gens ont peut-être un petit peu moins le budget loisir pour essayer des nouveaux titres. Ils veulent un petit peu plus des... Valeurs sûres. Exact! Fait que je sais pas s'il y a pas ça qui va teinter les prochaines années du jeu de rôle, du monde du jeu de société, du cinéma, de la littérature, que... on aime ça quand même, se retrouver dans quelque chose de confortable puis de connu. Puis peut-être que les exécutifs de ces grosses compagnies-là aussi le sentent. Moi, je pense que les gens sont prêts à découvrir des choses. Ah oui, tout le monde. En fait, c'est que découvrir des choses, la possibilité est là. La possibilité est là. Les gens Oui, peuvent ça découvrir existe. des Il y a quand même une effervescence de petites Ouais. compagnies puis de propositions originales. Mais oui, écoute, c'est sûr que c'est décevant de voir le plus gros joueur peut-être jouer safe. Puis en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il se repose beaucoup sur les third parties pour justement avoir des contenus qui vont être très originaux et qui vont vraiment se différer. Tu sais, le nombre de boîtes qui sont sorties, des jeux où est-ce qu'ils disent Donjon Dragon compatible avec la 5e édition ou édition 2024, je sais pas comment est-ce qu'ils l'appellent, mais avec 300 pages de règles optionnelles supplémentaires pour comme offrir une expérience précise. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont être le plus générique possible pour pouvoir que les gens puissent coller à ça tout ce qu'ils veulent selon l'ambiance et le style recherché. Ouais. Bon, écoutez, on a peut-être le temps pour une dernière question. Si quelqu'un veut se lancer. Dave, peut-être? Veux-tu répéter la question, Pépé? Oui, Dave Bellemare, Papa DM, là-bas, avec qui on me confond. Étrangement. C'est comme un miroir. Un ici. miroir, on se regarde dans le miroir. Me demande qu'est-ce que Wizard of the Coast pourrait sortir qui me ferait vraiment comme acheter le produit dans le contexte où ça serait possiblement compatible avec la 5e ou la version 2024. Moi, je pense que la réponse à cette question serait... Quelqu'un l'a mentionné, quelqu'un a dit Dark Sun. Ouais. Je pense ressortir un coffret d'une... par exemple, Goodman Games l'ont fait beaucoup, des Adventures Reincarnated, où est-ce qu'ils vont sortir, dans le fond, une aventure de la 2e ou de la 1re édition, mais ils vont le mettre à la sauce 5e édition. Et ça, pour vrai, moi, j'aime ça. Je trouve ça vraiment cool, essayer justement des vieilles aventures, et ça me permet un peu de les faire tester à des gens qui sont beaucoup plus ancrés dans les versions actuelles. Fait que je pense que si Donjon Dragon déciderait justement de ressortir des vieux modules qui sont emblématiques, mais qui sont compatibles avec la version d'aujourd'hui, sûrement que ça pourrait m'intéresser. À la base, avant de le lire, je dirais, le Planescape, ça m'intéressait. Après l'avoir lu un peu moins. Mais quand ils l'ont annoncé, j'étais comme OK. Mais le résultat, en tout cas, une autre histoire. Mais ouais, fait que ce serait ça, je dirais. Quelque chose d'emblématique qui peut justement être réinventé de façon... en fait, ce qui a beaucoup évolué, je trouve, avec les vieilles versions et les versions aujourd'hui, c'est quand même le game design et la sensibilité avec la manière on va présenter les informations et on va la partager. Je trouve que pour ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable qui a énormément bien évolué avec le temps.
Et le voir un peu aujourd'hui avec quelque chose, avec des idées qui étaient plus vieilles, une aventure par exemple, ça pourrait être intéressant. Ça me ferait acheter le produit, je te dirais, Dave. T'as-tu quelque chose à me proposer? T'as-tu un jeu à... Ah, bon. Mais c'est un peu comme Tales of the Yarning Portal qui avait repris. Oui, pour vrai, oui. Tomb of Horror. Tu sais, ça avait jasé un peu, mais ça n'a pas été comme le produit fort. Là. C'est pas The Curse of Strahd. Là. Mais tu sais, le White Plume Mountain, des trucs de même qui étaient adaptés à la 5e édition, je trouvais ça cool. J'étais comme, ah, OK. C'est Keep on the Borderland, quand même, ici, là. Ouais, c'est ça. Mais avec les cavernes du chaos, mais moi, je n'aime pas ça, les cavernes du chaos. Non. Les cavernes du chaos. Mon problème avec les cavernes du chaos, c'est que t'as vraiment l'impression d'entrer dans la maison des monstres, Ouais. puis de venir les tuer chez eux. Et moi, c'est ça m'a vraiment- toujours mis mal à ouais, c'est l'aise. vraiment pas le fun, ça. Ben, je te dirais que je pense que c'est ça l'approche. c'est ça, c'est exactement ça. Ils l'ont vraiment plus poussé en plus dans la version my God. 2024 que c'est peut-être toi le méchant. Oh mon Dieu, moi, c'est juste. Tu sais, quand tu t'en vas tuer les bébés, puis t'es comme genre, ah. Ben, il y a un party d'anniversaire de gobelins dans l'aventure. Oh là là. Écoute, Donjon Dragon, des hauts et des bas, mais ça reste quand même encore le jeu le plus pratiqué dans la rôlosphère. On dit tout ça? On va le dire. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Les cools disent ça. Mais merci tout le monde d'avoir assisté à ce podcast Action Bonus. Merci à ceux qui l'ont écouté à l'audio. Merci à Draconis de nous accueillir. C'est vraiment un plaisir. Vous irez voir, il y a toutes sortes de parties encore et donc une conférence. Ben oui, c'est pas le Tu t'en vas faire une conférence ici que vous pouvez peut-être même réécouter en ligne. C'est quoi le sujet de ta conférence? Le design de donjon. Dans exactement 30 minutes. J'aurais espéré avoir un break entre les deux. Mais oui, dans exactement 30 minutes, design de donjon, si ça peut vous intéresser, une activité de 2 heures. Et une présentation, mais également aussi une activité interactive dans laquelle je vais vous poser des questions et jongler avec des idées avec vous. Super cool. Puis toi, Philippe, t'es encore sur le plancher aujourd'hui? Oui, dans la salle marchande, jusqu'à 19h. À 19h, je fais partie d'un autre panel, style Actual Play, avec les terres d'Obsidia, puis on va justement jouer à Daggerheart, avec plusieurs autres YouTubers. Mais dis-moi, Philippe, si des gens veulent s'acheter en version physique Griffe l'investé, est-ce qu'ils peuvent venir te voir à ton stand là-bas? Je vais me reprendre le même ton de voix que toi, Pépé. Oui, ils peuvent venir. Oui, je suis. Il est disponible à mon kiosque. Parfait. Avec les FF, mais il est aussi disponible de manière numérique sur Itch.io et aussi sur ma boutique que j'ai ouvert hier. Mon Linktree vous envoie tout ça. Vous pouvez l'avoir de manière numérique, mais si vous voulez l'avoir physique puis qu'on est dépassé de Draconis, écrivez-moi puis on va trouver moyen de vous envoyer ça. Ça va, c'est sûr et certain. Si vous voulez voir le merveilleux travail de Pépé en visuel sur du papier glacé avec un format style BD qui va bien se glisser dans votre bibliothèque, là, faites appel à ça. Yes! Ben merci tout le monde, encore une fois. Puis on vous souhaite à tous de longues et bonnes campagnes de donjons ou autres. Puis, on peut applaudir. Oh!